Alors, où est-il allé? Je n'en sais rien. Le 5 novembre 1984, il tue Lionel Gineste, près de Nancy. Son premier crime avéré. Une pulsion meurtrière, 3 semaines seulement après la mort de sa mère. Donc ça l'a probablement projeté sur les routes et ça a probablement multiplié ses actes. Mais ce qui est certain, c'est que la progression était là avant et qu'il y a certainement des actes avant. Mais c'est en réalité, lorsque sa mère disparaît, que son périple meurtrier démarre sur les routes de France. Sans éveiller le moindre soupçon, pendant 8 ans, il tue au gré de ses pulsions. Alors comment ce marginal a-t-il réussi à passer entre les mailles du filet pendant tant d'années? Et comment expliquer cette folie meurtrière? Dans les années 80, Francis Holm fait figure de vagabond. Sans attache, plus rien ne le retient. Il sillonne alors le pays en tuant de sang-froid. Pour les criminologues, derrière chaque meurtre se cache en réalité un profond mal-être. C'était un tel stress, une telle violence en lui, tellement destructrice, que lui-même, de lui-même, se faisait hospitaliser. C'était un appel au secours quelque part. Et c'était pas seulement une façon de disparaître des radars, il y avait aussi un tel mal-être, et d'ailleurs il va parler à un psychiatre en disant « j'ai tué », il sait quand même ce qu'il a fait, il a conscience de ce qu'il a fait. En 1989, Francis Holm, interné à Antibes, déclare à un psychiatre avoir tué. Face à l'aspect bené de Holm, le médecin ne le prend pas au sérieux. Francis Holm vient pourtant de tuer un enfant de 9 ans, Joris. Pendant 10 ans, le marginal se fait hospitaliser une centaine de fois sans que l'on ne détecte sa dangerosité. En fait, pour le corps médical, il ne souffre d'aucune maladie mentale. Il est surtout alcoolique et sans doute un peu ou beaucoup psychopathe. Mais pourquoi est-ce qu'il ne reste pas en institution? Parce qu'il ne souffre pas d'une maladie psychiatrique chronique. Il n'a pas les mêmes registres psychiques que nous, il n'a pas accès aux mêmes informations. Il fonctionne très bien, c'est pas de la folie, c'est pas une maladie, hein. C'est simplement une structure qui est faite différemment. On appelle ça des troubles du comportement et ça ne se soigne pas. Voilà, il est comme ça, c'est pas forcément des signes de dangerosité, mais ça peut l'être. En l'occurrence, lui, ça l'est. Jean-Michel Masson, psychiatre, a expertisé Francis Holm en 1993. Pour lui, le tueur est responsable de ses actes. Mais il va déceler chez ce patient hors norme une anomalie génétique qui pourrait expliquer beaucoup de choses. Francis Holm est atteint du syndrome Klinefelter. Il a un chromosome féminin en trop. On pouvait suspecter au moins une homosexualité latente ou un défaut d'homosexualité, ce qu'on appelle une sexualité mal campée, c'est-à-dire quelques éléments un peu féminins et masculins. Et à partir de là, je lui ai examiné les organes génitaux externes et j'ai eu pas la certitude, mais enfin au moins une approche quasi certaine qu'il y avait une pathologie chromosomique, parce que les testicules étaient extrêmement petits, et je les ai décrits de la taille d'un petit pois, puisqu'en médecine on utilise des comparaisons. C'est un sujet qui ne peut être que frustré, qui ne peut être que malheureux de cet état de choses, et qui, par réaction, est susceptible de réagir de façon déviante. La présence de ce syndrome génétique rend Francis Holm quasiment impuissant. Il souffre en fait d'un profond déséquilibre sexuel, tout en ayant les mêmes envies qu'un homme normal. Je me suis aperçu que finalement toutes ces agressions ce sont des agressions sexuelles, même si ça n'a pas la forme d'une agression sexuelle classique, c'est-à-dire le viol, etc. C'est ça qui l'anime. C'est une sorte de décompensation du stress, de la frustration qu'il exprime. Et ça a des connotations sexuelles puisqu'il va déshabiller, on va retrouver à chaque fois des victimes totalement ou partiellement dévêtues. Aline, on a retiré son soutien-gorge. D'autres, on a retiré un pantalon, on a baissé un pantalon, on l'a déshabillé. Il y aurait donc plusieurs éléments d'explication pour tenter de comprendre le périple macabre de Francis Holm. Francis Holm, comme d'autres tueurs en série d'ailleurs, sont des cocktails. C'est les médicaments qu'il va prendre, c'est l'alcoolisation, l'ultra-alcoolisation qui est déjà dans sa famille, qui existe dans sa famille. C'est ce syndrome de Klinefelter, c'est cette impossibilité d'avoir des relations, une petite amie ou une femme à côté de lui qui va partager sa vie. C'est l'impossibilité de garder un travail parce qu'il est ultra-alcoolisé.
C'est un ensemble de choses. Et c'est cet ensemble de choses qui va créer ce Francis Holm-là, celui qui, par moment, a un pétage de plomb, parce qu'on ne peut pas le dire autrement, et devient absolument fou. En janvier 1994 s'ouvre donc le premier procès de Francis Holm. Il comparaît pour le meurtre d'Aline Pérez, commis 5 ans plus tôt, à Brest. Mais ce n'est que le début d'un long marathon judiciaire. Et à chaque fois, c'est un véritable emballement médiatique. La France entière se rue dans les prétoires pour découvrir le visage du monstre. Nous sommes le 27 janvier 1994. À la cour d'assises de Quimper. Francis Holm, comparé pour le meurtre d'Aline Pérez, l'aide-soignante de 49 ans, tuée de sang-froid en 1989 en Bretagne. La presse est venue en masse voir celui que l'on surnomme le routard du crime. Le grand public découvre alors le visage de celui qui pourrait être le plus grand tueur en série français. La salle d'audience est pleine, on sent une effervescence, on sent que tout le monde attend quelque chose. Et en fait, très vite, je me rends compte que ce que l'on attend, c'est de voir Francis Holm, puisque personne ne l'a vu s'exprimer. Mais dès son entrée dans le box des accusés, l'assemblée est médusée. Francis Holm, avec son air simplé, n'a pas l'allure du tueur sanguinaire. Mais au fil des débats, un autre visage va se dessiner. On voit apparaître la violence, je dirais presque la méchanceté de temps en temps derrière le masque de celui qui est là et qui ne comprend pas ce qui se passe. Et ça, c'est très frappant. Étonnamment, Francis Holm conteste sa présence sur les lieux du crime et nie sa participation au meurtre. Il a pourtant avoué les faits aux gendarmes lors de l'enquête. Il avait perdu conscience du moment où ça avait basculé dans son esprit, où le trou noir, c'est sa formule classique, s'était constitué et où par conséquent il était passé à l'acte en tuant cette pauvre Aline Pérez. Le procès est aussi mis à mal par l'absence d'un témoin capital, Philippe Delorme, alias le Gaulois. Ce SDF, témoin du meurtre d'Aline Pérez, est activement recherché dans toute la France. Il est finalement retrouvé et fait une entrée tonitruante dans la salle d'audience. La présence du témoin change le cours de l'audience, en ce sens que toute une partie de la défense de Francis Holm, qui était de s'arc-bouter sur l'impossibilité de sa présence au moment des faits sur la plage, n'est plus tenable. Après 3 jours d'audience, le couperet tombe. Les experts psychiatres, ayant jugé que Francis Holm était responsable de ses actes, il est condamné à 20 ans de prison. À l'issue de l'audience, on avait peu de doutes à l'idée de se dire que, effectivement, dans l'histoire judiciaire française, Francis Holm, c'était un cas à part et c'était quelqu'un qui marquerait les annales judiciaires. Pour Francis Holm, Quimper n'est que le début d'un long marathon judiciaire. Le routard du crime va écumer les cours d'assises dans toute la France pendant 20 ans. Alors comment se comporte Francis Holm aux audiences? Et surtout, jusqu'où iront ses condamnations? À partir de 1995, les procès de Francis Holm pour meurtre s'enchaînent. Et de Metz à Périgueux, en passant par Draguignan et Nancy, les médias ne manqueraient pour rien au monde les audiences du routard du crime. Holm, le tueur du siècle, qu'on a déjà présenté comme l'immonde Holm. Alors là, il y a du monde. Hein. Là, il y a du monde derrière la porte. Hein. Là, c'est couvert partout. Partout. Là, il y a une couverture médiatique extraordinaire. À chaque procès, Francis Holm se prête volontiers au jeu des photographes. Et sous les projecteurs, le tueur n'hésite pas à scruter son auditoire. Quand il arrive, souvent, il scanne la salle d'audience et
c'est pas très agréable de croiser son regard. Il est capable aussi de fixer parfois ses interlocuteurs. Il a vraiment une gueule d'assassin pour moi. Ça se voit, et en plus, bon oui, il est ironique. Enfin, pour moi, il est ironique quand on le voit, qu'il discute, ça le fait rire. Avec le temps, Francis Holm se familiarise avec le langage judiciaire, au point même de se sentir en confiance face aux magistrats. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est quelqu'un de très respectueux de l'autorité. Il est d'une courtoisie insigne avec les magistrats, et notamment le président ou la présidente de la cour qui a à le juger. Voilà. Il donne du madame la présidente, du monsieur le président, du monsieur l'avocat général. Ironie du sort, Francis Holm semble prendre plaisir à l'exercice des débats. Il a l'impression qu'on le prend en considération. Et c'est très important pour lui. Il se réalise en répondant aux questions qui lui sont posées. Il était le centre du monde, alors qu'il a été peut-être délaissé dans son enfance et dans sa vie, qu'on l'a pris souvent pour un débile, et là, il voit moins qu'on le prend pour un débile, il est le centre des choses. Une bien triste notoriété, car à l'issue de ce marathon judiciaire, Francis Holm devient un champion des condamnations. Entre 1995 et 1997, il est condamné à 2 reprises à la perpétuité. 2 ans plus tard, nouveau verdict, 15 ans de prison. Puis entre 1999 et 2004, viennent s'ajouter 2 peines de 30 ans de prison pour 5 meurtres. Au milieu de ce sombre palmarès, Francis Holm est aussi acquitté en 1997 pour le meurtre de Laurent Bureau, faute de preuves. Il bénéficie également d'un non-lieu, en 2002, dans l'affaire du meurtre de Jean-Joseph Clément, à Courtezon. Francis Holm, aujourd'hui, a été condamné pour une dizaine de crimes. Mais on sait aussi que sur son itinérance qui a duré plusieurs années, notamment de 84 à 92, il a évidemment laissé d'autres corps sur sa route, il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Francis Holm est donc condamné à la prison à perpétuité. Mais certaines affaires restent encore très mystérieuses. C'est le cas de l'affaire de Montigny-lès-Metz. La présence de Francis Holm non loin du lieu où ont été tués 2 enfants aura permis la remise en liberté d'un innocent, Patrick Dils. Retour donc sur cette incroyable erreur judiciaire qui a marqué les annales de la justice. Nous sommes à Montigny-lès-Metz, à la fin des années 90. Cette commune de la banlieue de Metz est marquée au fer rouge par le double meurtre de Cyril et Alexandre, 2 enfants de 8 ans. Ils ont été massacrés en haut d'un talus de chemin de fer le 28 septembre 1986. En 1989, un adolescent de 16 ans, Patrick Dils, avait alors été condamné à perpétuité pour ce double crime odieux. 2 choses ont marqué durablement et cruellement l'opinion au moment du double meurtre de Montigny-lès-Metz. D'abord, effectivement, le profil des victimes, 2 enfants, la cruauté avec laquelle ils ont été massacrés, à coups de pierre, hein, avec une scène de crime particulièrement épouvantable. La deuxième chose, c'est l'arrestation de l'auteur, qui est un adolescent encore en pleine puberté et qui ne présente pas du tout l'image du meurtre dont on l'accable. Après avoir avoué pendant l'instruction, Patrick Dils est très vite revenu sur ses aveux. Et de sa prison, il ne cesse depuis de clamer haut et fort son innocence. Dans son combat, ses parents le soutiennent, ils ont leurs convictions et sollicitent, à la fin des années 90, un nouvel avocat, Jean-Marc Florent. Monsieur et Madame Dils viennent très posément me dire voilà, notre fils Patrick Dils a été condamné à perpétuité, il est innocent. Et je vois Madame Dils me sortir une coupure de presse de l'Est républicain qui concernait un certain Francis Holm. Ah mais c'est clair, c'est pas notre Patrick, c'est Francis Holm, il habite là, c'est lui, c'est un serial killer, ça doit être lui.
Interloqué par les propos des parents de Patrick Dils, l'avocat se penche alors sur le cas de Holm. Il épluche des centaines de pages de procédure. Et il constate très vite que la culpabilité de Patrick Dils est loin d'être évidente. L'adolescent ne pouvait pas être sur les lieux à l'heure du crime. Il était en voiture, avec sa famille, à plusieurs kilomètres de là. Dils ne peut pas être là avant 7h moins le quart, 7h moins 10. Or, les gamins sont certainement morts aux alentours de 4h, 4h30. Donc, c'est techniquement impossible. À partir de là, les avocats de Patrick Dils vont mener un combat sans précédent. Objectif, obtenir la révision de la condamnation à perpétuité de leur client. Une mission qui va s'avérer quasi impossible. Pour l'époque, ça peut faire sourire maintenant, mais pour l'époque, il n'y a pas d'erreur judiciaire. La justice est infaillible. Parler à des magistrats de la chambre criminelle d'erreur judiciaire, c'est à peu près du même niveau que de dire « j'ai garé ma soucoupe volante en bas de l'immeuble et d'ailleurs, elle est mal garée, si vous voulez bien vous en occuper ». L'avocat de la famille Dils est convaincu de l'innocence de son client. D'autant plus que Francis Holm habitait au moment des faits à quelques kilomètres seulement de la scène de crime. Alors comment la famille Dils va-t-elle mener à bien son combat pour la vérité? La présence à l'époque du tueur en série dans la région peut-elle, à elle seule, tout remettre en question? Les avocats de Patrick Dils commencent alors un travail de titan. Ils se rapprochent d'enquêteurs et de magistrats qui ont côtoyé Francis Holm. Objectif, en savoir plus sur le tueur en série et faire toute la lumière sur sa présence ou non à Montigny-lès-Metz le jour du crime. Et les premières investigations se révèlent payantes. Connaissait très bien Montigny-lès-Metz, connaissait très bien l'endroit où avait eu lieu le double crime, pour y passer souvent, qu'il faisait du vélo, après qu'il avait fait le routard, qu'il avait été mis en examen ou qu'il avait été condamné dans un certain nombre d'affaires affreuses, dans toute la France. En contactant le gendarme Jean-François Abgral, les avocats de Patrick Dils découvrent que Francis Holm avait évoqué au cours d'une audition à la prison de Brest en 1992 des faits similaires au double meurtre de Montigny. Et Jean-François Abgral, lui, se souvenait très bien de ce qu'avait dit Holm. Et Holm lui parlait d'un truc, d'un pépin, je crois que c'est le terme, dans l'Est. Les déclarations de Francis Holm étaient à l'époque d'une précision édifiante. Je passais à vélo dans l'Est de la France. Et à droite, il y a un talus. En haut, il y a des arbres. Mais il le fait avec ses mains, comme je le fais là. Moi, j'ai pas vu les lieux. Je sais même pas de quoi il me parle. Au bout, il y a un stop, des poubelles, un pont. Je sais pas, je reçois des pierres avec des gamins. Je vais faire un tour. Je reviens dans l'idée de les corriger. Je monte sur le talus et ils sont morts. Je vois les gamins morts près des wagons et des ponts. Et il y a des policiers et des pompiers. Quand il vous dit ça très lentement, précisément, intensément. C'est comme ça qu'il a toujours parlé. Holm s'était finalement auto-accusé, et d'autant plus librement qu'il n'était pas interrogé là-dessus, mais sur le meurtre d'Aline Pérez, et de manière d'autant plus intéressante qu'il parlait d'un crime qui, à l'époque, avait totalement disparu des fichiers, puisque l'affaire était résolue. D'ailleurs, quand Abgral a voulu voir ce que pouvait être cette affaire, il ne l'avait pas retrouvée, puisqu'elle était élucidée. À la demande des avocats de Dils, Jean-François Abgral rédige un procès-verbal de cet entretien. Suite à cela, Francis Holm est entendu à plusieurs reprises par un haut magistrat. Mais le tueur en série nie en bloc être l'auteur du double meurtre de Montigny. Il reconnaît tout de même sa présence sur les lieux et se contredit dans ses déclarations. Écoutez, moi j'ai aucun élément qui vienne me dire de manière sérieuse que mon client pourrait être coupable du meurtre de ses deux enfants. Il ne faut pas dire, bah oui, Francis Holm l'a dit. Certes, il a dit le contraire la veille et puis encore autre chose le lendemain, mais ce jour-là, il a dit ça, ça va bien dans le sens de l'accusation, on va retenir ça. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Si Francis Holm conteste formellement avoir tué les deux enfants, de nouveaux témoignages viennent conforter les suspicions des avocats de Dils et des magistrats. David, un habitant du quartier, reconnaît formellement avoir vu Francis Holm près du talus vers 17h30, le jour du meurtre. Il voit passer un cycliste en vélo dont il dit
qui lui fait peur, qui paraît vieux, et il décrit sa tenue vestimentaire en disant qu'il est en tenue de cycliste, et il décrit même le maillot de cycliste. Donc ça permet d'acter sa présence sur les lieux à une heure précise et à un endroit précis, puisqu'on est à 300 mètres des lieux du crime. Un autre témoignage va mettre à mal la défense de Francis Holm. 2 pêcheurs déclarent en effet avoir vu le tueur en série le jour du meurtre. C'était peu avant la tombée de la nuit, dans une commune située à quelques kilomètres des lieux du crime. Donc 2 pêcheurs voient Francis Holm, les ragards dans des feuilles hautes, près de la voie de chemin de fer, et le visage en sang. Ils lui demandent ce qui lui arrive, et Holm va leur dire qu'il est tombé dans les cailloux du chemin qui longe la voie ferrée à Ars-sur-Moselle. La présence de Francis Holm à Montigny-lès-Metz, le 28 septembre 1986, à l'heure du crime, ne semble plus faire de doute. Les enquêteurs découvrent également qu'il travaillait à seulement 300 mètres des lieux du crime à l'époque. Pour autant, est-il vraiment l'auteur de ce double meurtre odieux? Son statut de tueur en série ne fait-il pas de lui le coupable idéal? Au début des années 2000, les enquêteurs de la section de recherche de Metz reprennent l'enquête depuis le début. Des témoins leur relatent alors que, peu de temps après le double meurtre, Francis Holm n'avait pas une attitude normale. Agressif envers ses collègues sur son lieu de travail, il buvait plus que de raison, au point de se faire licencier. Il s'est fait hospitaliser dans les 10 jours qui ont suivi ce meurtre. Maximum 10 jours. À Montigny, il se fait hospitaliser à l'hôpital Bon Secours de Metz, 10 jours après. Et dans tous les crimes pour lesquels il est condamné, il se fait hospitaliser. Ce que les enquêteurs appellent l'hospitalisation refuge. En gros, c'est pour disparaître de la circulation parce qu'il sait qu'il vient de commettre un crime. À partir de là, les enquêteurs recentrent leurs investigations autour des habitudes meurtrières de Francis Holm. Et le mode opératoire du double meurtre de Montigny-lès-Metz porte de nombreuses similitudes avec des crimes commis par le tueur en série. Il n'y a rien dans le crime de Montigny-lès-Metz que Francis Holm ne sache pas faire. L'extrême violence, mais l'extrême, c'est atroce le crime de Montigny. L'acharnement, l'hospitalisation après les faits, les allusions qu'il peut faire sur Montigny-lès-Metz dans d'autres crimes, ça c'est sa façon de fonctionner pour promener les enquêteurs. Les coups de pierre. Holm a déjà tué avec des pierres. En effet, Francis Holm vient d'être condamné en septembre 1999 pour le meurtre de Jean Rémy. Ce sexagénaire a été poignardé à Boulogne-sur-Mer. Son crâne a été fracassé à l'aide d'un gros galet. Il y a également aussi le fait que les victimes soient pas violées et systématiquement soit complètement dénudées, soit partiellement dénudées. Et c'est le cas à Montigny-lès-Metz. Aucun des deux petits garçons n'était violé et Alexandre a retrouvé le pantalon baissé. Tous ces éléments poussent les gendarmes à rédiger un rapport sans équivoque. Le crime de Montigny-lès-Metz porte la quasi-signature de Francis Holm. Ce rapport fait donc l'effet d'une bombe, car il pourrait faire acquitter Patrick Dils. J'ai senti qu'il y avait 2 clans. J'utilise volontairement le mot clan. Il y avait les pro-Dils et les pro-Holm. Enfin les pros. Ceux qui pensaient que Patrick Dils était innocent et ceux qui pensaient qu'il était coupable encore. C'est ainsi qu'après le travail colossal des avocats de Dils et des gendarmes, la condamnation de Patrick Dils est révisée en 2001. Il est ensuite rejugé à 2 reprises avant d'être finalement acquitté le 24 avril 2002. Alors là, c'est historique. C'est la plus importante, la plus importante révision acquittement depuis l'après-guerre, car double crime d'un gars qui a fait déjà 16 ans de prison, condamné comme mineur et qui a été condamné à perpétuité. Avec une parole qui lui résonnera toujours dans les oreilles, qui est
la parole affreuse, la parole terrible, la parole niée depuis, du parquet général de Metz de 89. Monsieur Diehl, vous avez eu beaucoup de chance, la peine de mort a été abolie il y a 8 ans. Je le regrette en ce qui vous concerne, car je l'aurais requise sans aucun remords et je pense que je l'aurais obtenu. Patrick Dils sort enfin de l'enfer carcéral. Il est blanchi par la justice après un combat sans précédent. En 2002, Francis Holm est donc le suspect numéro 1 dans l'affaire du double meurtre de Montigny. Pour autant, la justice peine à ordonner sa mise en examen. Que va révéler la suite de l'enquête? Et surtout, Francis Holm sera-t-il jugé pour ce double crime? En 2006, soit 4 ans après l'acquittement de Patrick Dils, la justice se décide enfin à mettre Francis Holm en examen. Réinterrogé sur sa